Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à participer au tout dernier concours Instant Gaming disponible en description. Pour participer, c'est très simple, vous connaissez les bails, on clique sur le lien, on choisit le jeu de son choix et on croise les doigts. Voilà, bonne chance à tous. Bonjour, vous, est-ce que vous avez déjà été confronté à une fin secrète ? Je veux dire, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu que vous avez terminé, dont vous avez visionné la fin, elle était ok, mais elle avait un léger goût d'inachevé et de haine. Non, parce qu'on n'en parle pas assez, mais pourtant ça a toujours existé dans les jeux vidéo. Une autre fin du jeu, alternative, que tu peux visionner que si tu as rempli un nombre donné d'objectifs, parfois clairs, parfois beaucoup moins, et souvent cachés, et aussi particulièrement chiants la plupart du temps. Alors, c'est peut-être pas très clair, mais attendez, parce que pour celles et ceux qui pratiquent régulièrement Kingdom Hearts, ça va peut-être vous évoquer quelque chose. Ce que vous voyez actuellement, c'est Another Tide, Another Story, la fin secrète de Kingdom Hearts premier du nom. C'est un moment très important du jeu, très énigmatique aussi, avec des gens qui ont des grands manteaux noirs et des cheveux en RPG japonais. Il y a bagarre et tout, ça fait rêver, mais pour avoir la chance de pouvoir voir ce magnifique clip de Mylène Farmer, il faut remplir un certain nombre de conditions. Si vous jouez en difficile, toutes les serrures, ça devrait suffire. Mais si vous jouez en normal, fallait aussi trouver tous les secrets de tout le jeu, dont les 99 Dalmatiens, comme dans le Disney vaguement du même nom. Mais il n'y a pas de justification dans le scénario du jeu. Oh que non. Juste t'as le videur du cinéma RPG japonais qui te laisse pas rentrer si t'as pas tous les chiens sur toi. Je vous avoue que ça m'a toujours fait marrer. Et si jamais vous jouez en mode facile, la cinématique cachée, vous pourrez carrément vous asseoir dessus. Mais Kingdom Hearts, dites-vous que c'est un exemple plutôt gentillet, et finalement assez brut dans sa manière de proposer différentes fins. Les conditions sont là, immuables et liées à la complétion du jeu. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas ça, moi ce que je veux c'est des trucs un petit peu perchés mais pas trop, un petit peu sournois quoi. Oui, et puis j'en profite aussi directement, ça risque de spoiler un petit peu vu le sujet de la vidéo. Bon, on va quand même parler de vraies fins de jeu. Vous trouverez donc en description un timecode qui vous permettra de skip des parties que vous voulez pas vous faire spoiler. Et évidemment, si ça vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne, et pensez-y quand la vidéo sera terminée. Cave Story est ce qu'il fallait deviner. Bonjour vous, est-ce que vous connaissez Cave Story ? Cave Story, à la base, c'est un jeu vidéo de 2004, sur PC. Un platformer très indépendant, très mignon, très Metroidvania, et quand même sacrément néo-rétro déjà à l'époque. Mais plus que ça, Cave Story c'est un jeu culte, et vraiment exceptionnel, du genre de ceux qui ont été portés absolument partout. D'abord sur ordinateur, sur une pelletée de systèmes d'exploitation, et ensuite sur PSP, Xbox, Dreamcast, Mega Drive, et calculatrice. Ah non mais j'admets que ça fait tout de suite moins envie, mais ouais, il y a bel et bien eu un portage du jeu sur TI-84. Parce que pourquoi pas. Cave Story a été un des monuments du jeu indépendant des années 2000, et il y a fort à parier qu'il soit au moins en partie responsable de la résurrection du Metroidvania comme genre de jeu à succès. Comme un vampire métrosexuel londonien dans un shonen, il a survécu d'année en année, et vous pourrez le trouver aujourd'hui sur Steam ou Switch, et on vous le conseille, le jeu. Pas le vampire. Le plus intéressant avec Cave Story, c'est l'alchimie entre la manière dont ça se joue et sa façon très particulière de raconter une histoire. Dans Cave Story, vous incarnez Quote, ou Mr. Traveler, un petit bonhomme qui ne sera pas sans vous rappeler Sacha du Bourg-Palette, mais plus version robot, moins dresseur et avec un bon gros flingue. Et ce cher Quote, comme tout un tas de héros de jeux à scénario un peu épais, il est amnésique. Il est lâché dans un monde souterrain, peuplé d'espèces de gros lapins tout à fait charmants, les Mimigas, en tout cas pour peu qu'il n'ait pas décidé de manger des fleurs rouges qui les rendent nettement moins agréables. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une fin alternative pourrait foutre là-dedans. Cave Story est un jeu vidéo avec 3 routes différentes. La première, c'est la mauvaise. Elle suppose tout simplement de complètement ignorer l'antagoniste, les problèmes, et d'accepter de se barrer comme si on n'avait rien vu, en fermant les yeux et en se disant que c'est bon, ça va, un petit peu comme la France après 1933. La deuxième fin, c'est la plus évidente, d'où le fait que ce soit la fin dite normale. C'est celle qui veut que quand même Quote se débatte un petit peu, décide finalement de sauver les Mimigas, la veuve, l'orphelin et le sourire de la crémière. C'est la troisième fin qui va nous intéresser ici. Pour ça, il faut faire pendant le jeu tout un tas d'actions qui changeront radicalement les événements du jeu et vos options de gameplay. Sans rentrer dans les détails, avoir la bonne fin dans Cave Story, c'est prendre un ensemble de choix que tu peux vraiment pas deviner. C'est tout un tas d'actions qui supposent un chemin précis, qui commence tout simplement par refuser de prendre le booster 0.8, un jetpack qui t'assiste dans la plateforme, et qui est quand même présenté comme vachement utile, on va pas se mentir. Pour vous dire, dès le début de Cave Story, le jeu te suggère que c'est essentiellement la plateforme qui va te tuer. Le truc, c'est que cette fin secrète,
qui est la bonne fin du jeu, c'est qu'elle est complètement contre-intuitive. C'est comme si, dans Pokémon, il existait une fin différente qui supposait ne pas avoir les badges dans l'ordre, en essayant de gruger le jeu pour avoir les objets importants dans un ordre différent. Oui, ce serait génial, oui. Enfin, ce serait absolument génial si on vous donnait au moins un indice. Ce qui n'est pas le cas dans Cave Story. La remarque qui revient souvent quand on lit des critiques de Cave Story, c'est qu'effectivement, quand on commence le jeu, on est un petit peu largué, sans savoir quoi faire. Ça s'explique par le fait que le développeur du jeu, lui-même en tout cas, détestait les tutoriels. Dans l'idée, Cave Story hérite de beaucoup de l'ADN de la série Metroid. Tu es lâché là, et c'est l'alchimie entre le level design et le gameplay qui va te permettre d'apprendre à jouer comme ça, sur le tas. Et comme dans Metroid, c'est la faculté à lire et relire le jeu que tu connais qui va te permettre d'apprendre toujours de nouvelles choses. La fin mouette de Zelda Link's Awakening. Je crois que vous connaissez à peu près tous la licence Zelda. Je suis pas sûr. Vous connaissez également à peu près tous Link's Awakening, un épisode sorti sur Game Boy en 93 qui a déjà connu un premier remake en 98 sur Game Boy Color pour une version DX et surtout une vraie refonte visuelle sur Nintendo Switch en 2019. Un épisode marquant qui aura réussi à scotcher beaucoup de joueurs, déjà parce que c'est un très bon jeu Zelda, bah oui, hein, ça compte. Ensuite parce que c'était sur Game Boy et que tout le monde avait ce machin là chez lui. C'était pas cher et je compte pas les enfants qui n'avaient que ça et surtout pas le droit d'avoir une console de salon. Donc Link's Awakening, c'est aussi la première et parfois même la seule expérience Zelda de beaucoup de joueurs. Surtout, Link's Awakening est un des rares Zelda à jouir de ce statut à part de la licence. Déjà parce que c'est un jeu Zelda sans Zelda et sans Ganon. Mais bien évidemment, c'est les thématiques soulevées dans le jeu qui feront date. Le mystère entourant l'île de Cocolint, sur laquelle Link est arrivé. Est-ce d'ailleurs vraiment une île dans laquelle on rêve, ou tout simplement sommes-nous en train de rêver suite à un accident en pleine mer que nous avions eu tout de suite en introduction? Est-ce que tout est réel? Les personnages qui nous sont présentés existent-ils bel et bien, ou sont-ils destinés à disparaître avec l'éveil de Link? Un éveil qui fait d'ailleurs très peur à tout le monde et est le principal motif des vilains que vous allez rencontrer. Ils veulent continuer à exister et sont bien conscients de la précarité de leur situation, même si ces derniers ne vous le disent pas directement et agissent pour aider le héros à sortir de là. Parce qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Et ce rêve, il doit prendre fin. Telle est la nature de vos songes nocturnes. D'autant plus que ceux-ci sont liés à la malédiction dont souffre le poisson rêve. On retrouve un petit peu toujours cette idée d'un enjeu qui dépasse un petit peu tout. Et c'est d'autant plus terrible quand le dénouement du jeu va arriver. Tout s'efface lentement, les bons moments passés ne resteront jamais que des souvenirs. Link émerge et contemple le ciel avec le poisson rêve qui s'en va. Le retour à la réalité est un petit peu brutal, mais vous voilà de retour. Fin. Sauf qu'en réalité, il y a une fin parfaite et vous avez peut-être jamais eu l'occasion de pouvoir la découvrir. Alors qu'on se le dise, c'est pas une fin qui va révolutionner votre manière de voir le jeu. Mais elle a ce petit cachet poétique qui fait quand même plaisir. Même si au fond, soyons honnêtes, il y a de fortes chances que vous vous soyez fait chier pour pas grand chose. Cette fin, vous ne pourrez l'obtenir que si vous terminez le jeu sans mourir une seule fois pendant toute votre partie. Mourrez ne serait-ce qu'une seule fois, il faudra tout recommencer. Bon, il n'y a pas besoin non plus de réaliser certaines actions ou de compléter le scénario et les quêtes annexes à 100%, c'est déjà ça. Cela dit, en version originale, Zelda Link's Awakening, c'est pas forcément le jeu le plus facile d'accès, et une petite mort par-ci par-là, ça peut être très vite arrivé. Peut-être un petit peu plus facile d'accès dans le remake Nintendo Switch, également présente dessus, et on va arrêter tout de suite de tourner autour du pot. Vraiment, la seule chose qui va changer dans cette fin, c'est une petite apparition de Marine façon Mufasa qui chantonne la balade du poisson rêve, disparition en fondu enchaîné, puis une mouette qui s'envole. Ah, je vous ai prévenu, ça ne changera pas votre compréhension du monde de Link's Awakening. Notez toutefois qu'il s'agit certainement là surtout de l'assurance d'avoir un vrai sentiment de complétion. Marine est un des personnages préférés des joueurs de Zelda, et si cette fin peut paraître chiche de prime abord, elle nous offre une jolie résolution, au moins pour Marine en tout cas, en espérant que tout ça va s'étendre à tout ce beau monde qui vivait dans le rêve de Cocolint. Et savoir que ce personnage a vu son souhait exaucé en toute fin, celui de devenir une mouette pour parcourir le monde, parce que c'est ce que cette fin sous-entend, hein, la mouette c'est Marine, et ben ça fait quand même sacrément chaud au cœur. Maintenant, est-ce que ça valait le coup de jouer avec la boule au ventre du game over qui peut venir te claquer les fesses à n'importe quel moment? Évidemment, c'est à la discrétion de chacun, mais personnellement, je ne pense pas. Après, à titre personnel, j'ai toujours réussi sans m'en rendre compte et penser que c'était jusque-là la fin normale. Que voulez-vous? C'est ça la puissance intellectuelle. Bloodborne et ses cordons. Finir Bloodborne, vous savez, c'est pas si facile. C'est un jeu vidéo de 2015, en exclusivité sur PlayStation.
Et surtout, Bloodborne, c'est un jeu vidéo développé par From Software, dans la plus pure tradition des Souls. On va pas faire la parenthèse sur Dark Souls, mais la vérité c'est que les mythes autour de la difficulté du jeu de From Software, eh ben, ils sont pas illégitimes. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, ce sont des action RPG cruels, à l'esthétique Dark Fantasy, et aux mécaniques de gameplay franchement tournées vers la soirée cuir. Mais les mythes autour de cette licence spécifient beaucoup moins de quoi on va parler dans cette vidéo, cela dit. Parce que figurez-vous que, ce soit du côté de Dark Souls ou de Bloodborne, eh ben il y a toujours une fin secrète. Est-ce que vous avez déjà mangé des cordons ombilicales ? Faites pas ça. Alors, au fur et à mesure que je vous explique tout ça, je sens qu'on va devoir revenir sur quelques points de lore. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il se passe dans Bloodborne. Pour mieux saisir les enjeux du bébé terrifiant de From Software, je pense que Alt 236 a couvert à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le sujet, de sorte qu'on ressorte de ces vidéos en ayant tout compris de Bloodborne. Vraiment un chic type. Dans Bloodborne, on est amené à jouer un chasseur à la recherche du pal-sang, un supposé remède contre la maladie du sang qui rend fou les habitants de Yharnam et les transforme peu à peu en horribles monstres. C'est au cours de nos pérégrinations et de nos recherches que l'on apprend ce qu'il s'est passé ici. Bien évidemment, Sol oblige, c'est aux joueurs d'aller chercher le maximum d'informations sur l'histoire et sur l'univers du jeu, à les imbriquer et à les interpréter. Pour la faire courte, les habitants de Yharnam subissent la folie d'érudits, persuadés d'avoir découvert grâce au sang de grands anciens l'opportunité d'accéder à la connaissance absolue. La possibilité d'accéder au divin, jusqu'alors jamais ne serait-ce que touché du doigt, sort qu'a notamment eu Rome, l'araignée stupide, une ancienne érudite de Byrgenwerth, changée en émissaire céleste, ultime rempart empêchant l'humanité de voir la vérité. Cette vérité, c'est les grands anciens eux-mêmes, des monstres tentaculaires aux immenses pouvoirs, animés d'une volonté simple, baiser, enfin procréer, puisqu'ils sont pas capables de donner la vie, et tentent de féconder des humains. L'humain souhaite devenir un dieu, le dieu souhaite devenir humain. Ces tentatives vont échouer avant même la conception, à l'exception de Mergo, enfant de grand, mais mort-né, qui aura eu au moins la chance de naître. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que pour avoir la fin qui nous intéresse, on aura besoin de comprendre l'histoire de Bloodborne un minimum. Et c'est déjà pas facile. Derrière chacune de ces tentatives vont rester des preuves, des tiers de cordon ombilical. Cordon supposément tout ce qu'il reste d'un enfant entre humains et grands anciens. Et ces cordons, vous en aurez besoin d'au moins 3. Il vous faudra les manger avant de rencontrer Yharnam à la toute fin du jeu, au moment où tout va se cristalliser en 2 choix. Soit quitter le cauchemar pour rejoindre la vraie Yharnam, soit décider de rester pour prendre la place de Gehrman et se lier au rêve par l'intermédiaire de la présence lunaire. Sans avoir mangé 3 cordons au préalable, seuls ces 2 choix s'offrent à vous et vous aurez une des 2 fins dites classiques. Mangez-les et refusez de quitter le cauchemar pour affronter la présence lunaire, et à l'issue de ce combat très énervé, une scène très cryptique va être lancée. Une scène évidemment encore aujourd'hui sujette à énormément d'interprétations, quand les 2 premières se montrent jusque-là beaucoup plus directes. Une fin floue, douce amère, ironique, cryptique, je vous l'ai dit, alors que, bon sang, récupérer 3 cordons, c'est quand même coton. C'est pas hyper facile, et surtout si vous vous refusez à aller chercher la moindre information sur internet, va vous demander d'être incollable sur l'histoire de Bloodborne, parce que si vous la jouez turbo-tobé comme étagère, rien à battre du scénar, il y a de fortes chances que vous ne puissiez jamais l'obtenir. Ces tiers de cordons sont non seulement bien cachés, mais surtout manquables si on s'y prend mal. Genre, tuer Joseph K dans sa clinique avant d'aller tuer Rome, vous n'aurez pas de cordon. Pareil si vous laissez mourir Ariana, faudra tout recommencer le jeu. Une ultime récompense du jeu pour qui en aurait maîtrisé tous ces aspects. Du skill évidemment, parce qu'il faut maîtriser le gameplay du jeu, à l'archéologie vidéoludique, qui fait partie intégrante de l'expérience Bloodborne. C'est un petit peu tiré par les cheveux comme manière de procéder, c'est vrai, même si c'est diablement cohérent. C'est pas sympa, c'est vrai, mais cette fin, vous allez la mériter. Enfin, si vous êtes satisfait à la vue d'une poupée qui s'occupe d'un bébé larve, nouvelle enfance de l'humanité. Ghosts and Goblins te déteste. Je crois qu'on n'en fait plus des jeux comme Ghosts and Goblins, Puis, pour être honnête, je crois qu'on pouvait pas faire de vidéos sur les fins secrètes sans en parler. Ghosts and Goblins, Capcom, 95, une série de jeux vidéo complètement culte qui a commencé sur arcade. C'est assez difficile de se représenter le problème sans vraiment y jouer, mais partez du principe suivant, les jeux d'arcade vous détestent. Le but, c'est de vous faire cracher un maximum de tunas. Frontalement, des jeux comme Metal Slug ou Double Dragon sont pas des expériences très longues. La technique, c'est d'appâter le joueur avec des beaux graphismes, une identité incroyable et un premier niveau faisable, pour lui envoyer un maximum de difficultés par la suite en pleine face, pour lui faire cracher un maximum de piécettes. Et Ghosts and Goblins dérogeait pas spécialement à cette règle. Le jeu a eu tellement de succès qu'il a eu des suites et des spin-offs sur tout un tas de supports, de la NES jusqu'à la Switch, récemment avec Ghosts and Goblins Resurrection, qui n'est pas un remake.
Non, vraiment, les jeux se ressemblent pas mal, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes niveaux. Mais le rapport sadomaso aux joueurs, même en passant sur console, il est resté. Parce qu'on pourrait penser qu'en évoluant et en adoptant des trucs comme un système de sauvegarde, Ghosts and Goblins aurait pu devenir une expérience un peu plus simple. Mais pas du tout. Haha, le jeu te hait. Plus précisément, Tokuro Fujiwara, le créateur de toute la licence et aussi le réalisateur de Résurrection, est réputé depuis toujours pour designer des jeux d'une cruauté absolument incroyable. Ghosts and Goblins, c'est des platformer action 2D qui s'explorent de manière linéaire et dans lesquels chaque instant est déjà une épreuve. Le jeu ne te lâche jamais vraiment la veste, il y a des pièges de partout, des monstres dans tous les sens et une injustice constante qui te plane au-dessus de toi. Tu joues Arthur, un chevalier qui doit sauver une princesse, dont le nom va varier selon l'épisode, hein. Et autant Arthur est courageux, autant Arthur, il n'est pas invincible. Il prend un coup, il se retrouve en caleçon. Tu prends 2 coups, t'es mort. Ton héros se déplace très lentement, il a une inertie dans ses sauts très particulière, et ça demande quand même un sacré temps d'adaptation pour se faire au gameplay. Le jeu n'est pas d'une cruauté infinie non plus. Il est dans le top des difficultés du monde sur internet, mais peu importe l'opus, ça reste souvent facile d'avoir des continus. Dans Super Ghouls and Ghosts par exemple sur Super Nintendo, une fois que t'as compris qu'il faut ramasser les sacs, c'est bon, tu limites vraiment les chances de te prendre un game over. Bon, je pense que vous le connaissez, mais c'est quoi qui rend cette expérience sournoise ? Ghosts and Goblins a une tradition très particulière. Vous voyez, en principe, quand vous finissez un jeu comme Super Mario Bros, vous sauvez Peach. Bon, on te fait 200 fois le coup de ta princesse est dans un autre château, mais au bout de ton aventure, c'est bon. Elle est là, la princesse. Tu peux partir en pique-nique à Pour-la-Reine en fin d'après-midi. Ghosts and Goblins n'a pas cette politesse du tout. Non, dans Ghosts and Goblins, quand tu finis le jeu une première fois, que tu t'es saigné les mains, que t'as perdu 2 ans d'espérance de vie à cause du stress, bah une petite claque sur le cul et hop, retour au niveau 1. Et tu refinis le jeu. Et là, une fois que t'as refini le jeu, tu peux enfin avoir la vraie fin. En tout cas, si t'es sage. Là, c'était pas ta princesse est dans un autre château, mais plus ta princesse elle est dans une autre partie. Et je t'emmerde avec ça. Maintenant, le jeu sera plus dur et t'auras besoin d'un bracelet magique. C'est présent plus ou moins dans tous les jeux de la série Ghosts and Goblins. Et quand tu t'y attends pas, tu pleures un peu. L'exemple le plus récent, c'est peut-être le meilleur. Dans Ghosts and Goblins Résurrection, la vraie fin, vous ne la verrez que si vous finissez le jeu 2 fois, et si vous faites les niveaux supplémentaires. Et je vous avoue que je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, parce qu'une fois le cap de la surprise passé, un petit peu frustrante sur des systèmes rétro, mais c'est pas si frustrant que ça, ben on se rend compte que en fait on s'y attend à avoir un jeu un peu cruel quand même. Donc bon, oui, c'est vrai que c'est une méthode sournoise, mais vu que c'est des jeux qui s'adressent à des initiés, je pense qu'on peut quand même mettre cette affaire-là dans une sorte d'équilibre. D'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus pour conclure déjà, et vous poser une question à vous, chez vous. Même 2 questions en fait. Est-ce que cacher des fins qui auront une valeur conclusive, c'est-à-dire qui vont fermer un arc narratif, et ce de manière canon, ça veut dire que c'est important, c'est comme ça que la fin se termine, et ce, derrière des actes répétitifs et pas forcément cohérents les uns avec les autres, est-ce que tout ça c'est important pour vous ? C'est peut-être un avis qui n'engage que moi, mais je trouve qu'il est assez difficile de justifier ce genre de pratique. Le vrai souci que j'ai avec ce type de fin, c'est que c'est toujours loin d'être clair. C'est le cas de Kingdom Hearts, pour reprendre l'exemple de l'introduction. C'est lié à la complétion du journal, donc ce n'est pas tellement le souci. À tout moment, tu peux vérifier si tu as rempli les conditions pour la bonne fin, et tu peux revenir dessus. Dans 3 des 4 jeux qu'on vous a nommés, admettons que vous ayez loupé un événement. Et bah c'est râpé comme le fromage. Il faudra recommencer depuis le début. Tout pareil, je vous avoue avoir un petit peu du mal avec le fait qu'un jeu te refuse de te montrer sa vraie fin si tu joues en mode facile. Qu'il t'envoie un mur de difficulté, qu'il te force à apprendre des patterns ou même à travers des objets cachés, pourquoi pas, pour peu qu'on ait des indices. Mais cacher sa vraie fin sous prétexte que tu le lances en mode facile, je trouve ça un peu abusé, sacrément sournois. Hiérarchiser les joueurs ne sert à rien à mon sens. Enfin, dernière question, quelle valeur peut-on accorder à ces vraies fins? Je veux dire, au vu des taux de complétion des jeux, très peu de joueurs terminent leur jeu. Déjà, est-ce que c'est encore pertinent en 2021 de faire des fins qui réclament que vous vous investissiez autant dans le jeu et qui pourraient se trouver très facilement sur YouTube? Non mais c'est une vraie question que je me pose, j'ai pas envie de troller, et qui dépasse notre cadre finalement très restreint de power user du jeu vidéo. Je me rends compte que même dans ma petite sélection de jeux vidéo, des fins utiles et qui ont du sens à la lueur du gameplay et qui seraient l'aboutissement de tout ce qu'on t'apprend, et ben il y en a qu'un qui le fait, c'est Bloodborne. Il y a un véritable intérêt ludique à vivre soi-même la fin de Bloodborne. Allez, éventuellement Cave Story ne serait-ce que pour le côté contre-intuitif qui peut être intéressant à vivre. À titre très personnel, j'aime avoir plusieurs fins dans un jeu, mais seulement quand ces fins reflètent vraiment
comment j'ai vécu mon jeu. Et toutes ces questions, je vous invite évidemment à y répondre en commentaire, c'est à ça que ça sert. Manger des cordons ombilicaux ne fera pas de vous des êtres lunaires. C'était Ico, ciao tout le monde.